Ça, c'est ce que vous entendez parler, c'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. L'État avec les banques? Oui, bien sûr. Je suis venu sur ce plateau, je vous ai expliqué ici comment le gouvernement de la République démocratique du Congo va financer 10 projets, dont 7 dans la périphérie de Kinshasa et 3 au Katanga. Je suis venu ici, sur ce plateau, pour vous parler du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, où le gouvernement, avec les privés, va débourser 1,5 milliard de dollars. Ce n'est pas l'État qui va sortir des coffres forts. Nous avons un budget de consommation. Ce n'est pas l'État qui va sortir cet argent, c'est avec le privé. Or, dans le cadre de partenariats publics-privés à travers le monde, il faut des garanties sur la gestion, parce que c'est une co-gestion. D'ailleurs, en ce qui concerne le partenariat public-privé, l'État cède de la gestion. Et quand l'État cède de la gestion, eh bien, les parts de l'État... C'est pas une faiblesse, non. Non. L'État contrôle, arrange les cadres, l'État approvisionne, donne sa part à travers ces comptes-là, et les privés versent également l'argent dans ces comptes. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce n'est pas une invention de la République démocratique du Congo. Je vous dis ici que moi je ne me fais pas l'avocat du diable, mais je reviens à vous, regardez vos archives. Je suis passé, avant que ce dossier n'éclate, je suis passé sur vos antennes pour vous parler de ce qu'on appelle le projet de pôle de croissance. J'ai développé sur ces plateaux le partenariat public-privé. Je vous ai parlé, par exemple, de Kintech. Je vous ai parlé, par exemple, du dossier des menuisiers, okay. les 12 000 menuisiers qui seront installés au niveau de plateau de Bateke. Je vous ai parlé des parcs agro-industriels de Bukanga-Lonzo. Et c'est dans cette optique-là du partenariat public-privé. D'accord. Alors, est-ce que le fait de loger cet argent serait une contrainte de la part des partenaires financiers extérieurs? Bien sûr que oui. Une contrainte. Parce que ici, l'État se comporte comme un agent économique. C'est que les gens oublient. Et nous ne pouvons pas nous comporter... S'il vous plaît, j'explique. L'État ne fait pas des affaires. Non. L'État aussi, c'est un commerçant. C'est une mauvaise lecture que nous avons de l'État. Monsieur Et nous risquons... Attendez, je suis sérieux. L'État doit se comporter aussi comme un agent économique. Ne faisons pas comme les Européens. Les Européens ont dit, écoutez, l'État ne peut pas tomber en faillite. Ils ont pris des dettes à gauche, à droite, jusqu'à tomber en faillite. Nous avons la récession. La crise de l'euro est venue de là. Vous comprenez? Alors, lorsque vous avez une gestion sur base caisse, c'est-à-dire vous ne consommez que ce que vous produisez. Lorsque vous avez une vision managériale dans la gestion des finances publiques, vous avez tout intérêt à pouvoir planifier, à positionner, à positionner de l'argent pour des dépenses immédiates, pour qu'il n'y ait pas rupture dans l'exécution des projets. C'est comme ça. Et en République démocratique du Congo, nous constatons qu'il n'y a pas de retard. Regardez la livraison des bus. Et si les Marocains nous disent, écoutez, vous devez nous verser 5 millions, et qu'au moment où les Marocains demandent cet argent, il n'y a pas 5 millions. Et n'oubliez pas, un autre élément, nous sommes dans un pays où on appelle un pays à risque. C'est ce qui fait que vous avez les taux directeurs de la Banque centrale qui est de 2%, tandis que quand vous allez dans des banques commerciales, vous avez 17%, 15%, c'est anormal. Qu'est-ce que les banquiers, les propriétaires des banques commerciales disent? Écoutez, nous n'avons pas de garanties. Et même la Banque centrale n'a pas de moyens. Ça, je vais vous le dire. La Banque centrale fonctionnait jusqu'il y a peu avec une subvention du gouvernement d'équivalent de 10 millions de dollars le mois. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement lui verse 4 millions 300. Ça ne lui permet pas même de fonctionner comme il se doit. Ce qui, j'ajoute en ce qui concerne la Banque centrale, oui. Ce qui fait que la Banque centrale du Congo au jour d'aujourd'hui a des problèmes pour mobiliser 3 500 000 euros afin de mettre en route ce qu'on appelle la centrale de risque. Cette centrale de risque qui peut permettre à la Banque centrale de contrôler non seulement les risques que prétend que brandissent les banques commerciales. Et alors là, c'est une défaillance. Lorsque oui. l'État va verser, si la centrale de risque est implantée, nous osons croire que beaucoup de choses vont changer. Alors, et oui. je m'inscris en faux quand on dit que non, l'État
n'est pas comme l'État est commerçant. D'accord. L'État est un agent économique. L'État est un agent économique. Le problème c'est quoi? Oui. Le problème c'est que dans notre pays, nous avons des criminels économiques. Des criminels économiques qui bouffent sur le dos de l'État, qui rançonnent, qui ponctionnent, qui pressent l'État comme l'orange. Mais parce que certains parlementaires d'ailleurs voient derrière cette action au sein des banques commerciales justement le fait de pouvoir tripatouiller peut-être de la magouille entre quels partenaires? Les partenaires en question. Nous allons voir le ministre des Finances va répondre demain. Oui. On verra ce qu'il va donner comme réponse. Mais ici, moi je voudrais dire, et c'est une mauvaise lecture que nous faisons de notre État, parce que les gens pensent que même quand vous regardez les dossiers de ce qu'on appelle la dette intérieure, tout le monde, des factures, la surfacturation à la Banque centrale, les gens qui se faisaient payer des millions de dollars alors que les services rendus n'existent même pas. C'est pour cette raison que l'État a aussi le droit de se comporter en agent économique, protéger l'intérêt des contribuables. Pourquoi? Parce que l'État a ce qu'on appelle le devoir de la redevabilité. C'est quoi le devoir de la redevabilité? C'est-à-dire lorsque un gouvernement s'engage à exécuter son programme, promet par exemple, je dois construire 1000 écoles. Il ne faut pas qu'à la fin de l'année, que ces 1000 écoles ne soient pas visibles. Et pour que ces 1000 écoles soient présentées au peuple, eh bien, il faut nécessairement qu'il y ait de l'argent disponible. Et si, regardez un autre exemple pour terminer, en ce qui concerne le budget d'investissement. Depuis à peu près 5 ans, nous avons 1 milliard de dollars inscrits dans le budget d'investissement. Parce que le gros 60% de notre budget, nous consommons pour le fonctionnement des institutions. Et l'institution budgétivore, la plus grande institution budgétivore, c'est le Parlement. Suivi de la présidence, des gouvernements, primature et tout ça. Nous sommes passés sur ce plateau pour dire ça. Oui. Donc, le grand problème ici, c'est que lorsque même ces institutions terminent les 60%, eh bien, ces institutions prennent encore dans le milliard qui est réservé pour l'investissement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui fait que même si on a aligné la construction d'un pont chez toi, au village, eh bien, chaque année, on reconduit les projets, mais ce projet-là ne prendra jamais corps. Vous ne verrez jamais ces ponts parce que l'argent qui était destiné à construire ces ponts a été par dérogation récupéré pour aller alimenter encore les RDC, monsieur Sekana, à Kinshasa, en RDC, dans les provinces, il arrive de fois que certains projets tardent. Mais c'est à cause de ça. C'est ce que je te dis. Vous savez, le problème, c'est lequel? Il faut prendre le trésor public comme une casserole, pleine de jus ou je ne sais pas moi de quel liquide qu'on consomme. Mais autour de cette casserole est greffé, sont greffés plutôt des tuyaux de plusieurs dimensions. Vous avez le Parlement avec un tuyau comme ça de cette dimension, énorme, et vous avez les autres ministères qui fait que les services, les institutions qui ont des tuyaux et qu'on ne peut pas bloquer, sucent le gros. Et plus on suce, l'argent, le liquide diminue et il arrivera à un certain moment, les petits tuyaux n'auront plus même. On va revenir à Jérôme Sekana avant d'abord les rappels de titres. Ouverture ce mardi de la télé sur l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba entre la MONUSCO, l'équipe des pays des Nations Unies et le mécanisme national de suivi. Pendant 4 jours, les participants ont comme pour tâche de doter la République démocratique du Congo des instruments qui permettront d'assurer un suivi des engagements contenus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. On parlera aussi du projet de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures scolaires au Nord Kivu qui vient de bénéficier de la remise de 45 écoles qui permettront aux élèves d'étudier dans les bonnes conditions après les guerres incessantes dans cette partie du pays. Et puis le commandant provincial de la police a tenu une parade lundi. Le général Célestin Kamanyama a rappelé aux propriétaires qu'ils n'ont pas encore fait passer leur véhicule au contrôle de s'y conformer vite. Il a également annoncé une campagne de suivi par la police à ce sujet. Voilà, on revient à vous, monsieur Jérôme Sekana. Je comprends vraiment votre façon de parler par rapport à ce sujet. Alors, la question que je vous pose, est-ce que... Tu viens de voir les écoles? Non, on n'y revient pas. Alors, est-ce que le fait pour les partenaires d'imposer, par exemple, au gouvernement d'avoir ses comptes dans les banques commerciales, ce n'est pas une manque de confiance? Non, nous venons d'où? Nous venons de très loin. Vous savez, en 2001, lorsque nous avons repris la coopération structurelle avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale nous a fait un don de 50 millions de dollars. Et lorsque les experts de la Banque mondiale sont venus ici, avec à la tête M. Emmanuel Mbi, qui est le numéro 2 de la BAD aujourd'hui,
Eh bien, ils ont posé la question, mais comment fonctionne votre service de passation de marché? Ils sont allés au ministère du Budget. Ils ont constaté que c'était de gré à gré, d'où est née l'idée de mettre sur pied le BSECO. Parce que les partenaires au développement voulaient s'assurer que l'argent qui arrivera ne va pas disparaître dans les poches des individus. Donc il y avait une crise de confiance et nous ne sommes pas encore sortis. Mais ça continue parce que, par exemple, l'aéronef qui doit transporter les membres du gouvernement, ce n'est pas passé, n'est pas passé par la voie, par le marché public, par exemple. Moi, ça, je ne connais pas, moi je ne connais pas tout. Je sais très bien que le gouvernement s'est doté d'un aéronef. Je sais très bien qu'il devrait y avoir des appels d'offres. Je ne connais pas. Ce qui n'a pas été le cas. Si ça n'a pas été le cas, allez poser la question à qui de droit. Mais je sais très bien que pour la première fois dans l'histoire de ces pays, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, au moins le gouvernement a un avion qui peut l'amener n'importe où et quand c'est nécessaire. Acheter dans quelles conditions? Alors continuez. Qu'est-ce que vous donc je voulais vous dire que les problèmes de confiance se posent avec acuité. Donc ce n'est pas pour rien qu'on a créé ce qu'on appelle le BSECO aujourd'hui, et on a préféré mettre un Congolais à la tête, mais suivi d'un expatrié. Tout ça, c'est pour les partenaires ont besoin de voir comment on gère cet argent. C'est ce qui fait que... Le même BSECO mise encore en doute par rapport aux intérêts générés par rapport à ces transactions. Les BSECO doivent être audités, les BSECO fait son travail, mais je vous dis, c'est parmi les agences crédibles que nous avons ici. Et la plupart des fois, on dit des choses, on accuse les BSECO de tous les maux d'Israël, mais en fin de compte, parce qu'ils appliquent les systèmes des partenaires. La Banque mondiale donne ses principes et qu'on exécute là-bas. La Banque africaine de développement, la même chose. Le gouvernement. Par exemple, toutes les écoles qui sont en train d'être construites aujourd'hui dans le cadre du projet PIRIS. Mais l'argent du trésor public est logé au niveau du compte du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, mais c'est le BSECO qui assure le suivi. C'est bien. Voilà. Alors, merci d'avoir été de nôtres parce que nous avions ces 20 minutes avec vous. C'est dans le Grand Journal. Mais on avait vraiment énormément de questions à vous poser. Mais j'aimerais peut-être qu'après, que vous puissiez m'appeler pour que je puisse venir expliciter encore les choses. Parce que oui, il y a encore des zones d'ombre. Nous avons intérêt à montrer à notre peuple comment les finances publiques sont gérées. Et c'est d'ailleurs la mission première de notre ONG d'Étoile d'Araignée. Mais vous n'êtes pas un agent de l'État, c'est ça? Non, bien sûr. Mais n'oubliez pas que je paye mes impôts. Et quand moi je paye mes impôts, j'ai l'obligation de demander des comptes au gouvernement. Exactement. Et voilà. Donc, coordonnateur... en cette qualité-là que je demande des comptes. Merci Jérôme Sekana, coordonnateur de Toile d'Araignée, spécialiste également des questions économiques. Vous êtes aussi directeur général de l'agence Galaxy Media. Merci d'avoir été de nôtre ce soir. Un autre dossier du jour, la société civile de l'Équateur, est-ce qu'elle est contre la décision du gouvernement suspendant les activités de l'Assemblée provinciale de l'Équateur? On va en savoir avec notre deuxième invité.